Je pense qu'il voulait transmettre des messages très subtils, non pas aux gens de son époque, mais à ceux de notre époque. Et nous devons le chercher. Parle-t-il de l'avenir? Dans une salle silencieuse de Milan, un mur immortalise un moment qui hante le monde depuis des siècles, la scène de Léonard de Vinci. 12 hommes, une table, une histoire figée, dans le temps. À y regarder de plus près, chaque regard, chaque geste semble murmurer quelque chose de plus profond. Depuis des centaines d'années, on se pose la même question que cherchait vraiment à exprimer Léonard. La naissance d'un chef-d'œuvre. Au cœur de Milan se dresse une paisible salle de briques, qui servait autrefois de réfectoire aux moines dominicains. Elle fait partie de Santa Maria delle Gatier, une église dédiée à la prière au recueillement et à la simplicité. Mais dès qu'on y entre, un mur saisit immédiatement le regard. Immense, il mesure près de 4 mètres de haut et près de 9 mètres de large. Chaque centimètre carré est recouvert d'une fresque figée dans le temps, la scène de Léonard de Vinci. Entre 1000 och 1720 joint de keltom alltså. Jag avvetete sett en chikanins dem emopkins mijel så indes kortstut se den desse in ni bedat sette chansans anek te Tita tasatet se vicinen som dödsdags så kan isase in de weta satchu vitsedets. Sous le règne du duc Ludovicus Sforza Leonard, reçut la mission de transformer ce réfectoire ordinaire en un lieu extraordinaire. Le duc souhaitait que la pièce témoigne non seulement de sa foi, mais aussi de son influence. Il voulait que les invités, les prêtres et les nobles soient saisis d'admiration dès qu'ils y pénétraient. Léonard de Vinci se vit donc confier le mur situé au fond de la salle à manger du moine. Et ce qu'il y peignit allait révolutionner à jamais la conception de l'art. La plupart des artistes auraient traité ce mur comme une simple toile. Léonard de Vinci, lui, ne l'a pas fait. Il en a fait un prolongement de la pièce. L'espace peint correspond si parfaitement à l'espace réel que les limites s'estompent. Les fenêtres de la fresque sont le reflet des véritables fenêtres du hall. La lumière qui traverse la peinture est identique à la lumière du jour qui pénètre réellement dans la pièce par la gauche, comme c'était le cas lors des repas des moines. Même le plafond peint reprend le même motif que le plafond réel situé au-dessus. C'est comme si la fabrique elle-même se fondait dans l'image unissant les deux mondes. Si vous vous tenez au centre, vous sentez Léonard guider votre regard. Chaque ligne du plafond, chaque joint du mur et même le bord de la table vous dirigent vers un point précis, la tempe droite du Christ, à environ 4 mètres du sol. Il a tracé ce point de fuite avec une telle précision que votre cerveau le suit instinctivement. Quel que soit le visage que vous observez en premier, votre regard est toujours ramené vers le Christ. La pièce n'était pas seulement un lieu sacré, elle revêtait aussi une dimension politique. Le duc Ludovic Sforza réorganisait l'Église pour en faire le centre spirituel de sa famille et son héritage personnel. Il engagea Donato Bryant, l'un des plus grands architectes de l'époque, pour en redessiner certaines parties. La fresque de Léonard de Vinci était dessinée et couronnait le tout. En entrant, les invités s'étaient frappés par l'entrelacement de la foi et du pouvoir. Léonard met en scène le repas comme une pièce de théâtre. La longue table est parallèle aux véritables tables de la salle à manger. Ainsi, des siècles auparavant, les moines qui y prenaient leur repas semblaient partager le même festin que les apôtres. Au centre trône le Christ calme et serein au milieu d'un tumulte de réactions. Les apôtres sont disposés en 4 groupes de 3 chacun, réagissant différemment aux paroles bouleversantes qu'ils viennent d'entendre. Nul besoin de connaître l'histoire pour ressentir ce qui se passe. Certains hommes se penchent en avant incrédules, d'autres reculent sous le choc ou chuchotent à leurs voisins. Leurs visages et leurs mains traduisent la conversation. Les 3 fenêtres du fond encadrent la tête du Christ, formant une douce auréole. Léonard de Vinci a peint cette scène d'une manière inédite. Habituellement, les peintures murales étaient réalisées avec des pigments à fresque appliqués au pinceau sur un enduit frais avant qu'ils ne sèchent. Mais la fresque sèche rapidement et ne permet que peu de corrections. Léonard avait besoin de temps.
Il recherchait une lumière douce, des dégradés subtils et des expressions vivantes. Il a donc scellé le mur et peint sur l'enduit sec, mélangeant huile et tempera pour obtenir la profondeur et la douceur d'une peinture à l'huile. C'est pourquoi les visages rayonnent, pourquoi la peau paraît si réelle et pourquoi l'atmosphère est empreinte d'un silence pesant. Il travaillait lentement, expérimentant sans cesse. Il redessina les mains, déplaça les têtes et modifia les gestes jusqu'à ce que la scène lui paraisse juste. Peindre sur du plâtre sec lui offrait une grande liberté, mais rendait aussi la fresque fragile. Elle n'était pas conçue pour durer des siècles, mais ce problème se poserait plus tard. Pour l'instant, Léonard était en quête de perfection. Si vous vous retournez, le mur opposé présente une autre peinture, la Crucifixion de Giovanni Donato d'Antofano. Un mur représente le début de la Passion, l'autre sa fin. Ensemble, ils forment un cercle complet, le repas qui déclenche l'histoire et le moment de son achèvement. Ce n'est pas un hasard si le réfectoire fut conçu pour inciter les moines à méditer sur ces deux scènes, tandis qu'ils partageaient le pain en mémoire du sacrifice. La fresque de Léonard de Vinci, en revanche, rompt avec les lignes strictes de Montano, dont l'œuvre est nette et formelle. Celle de Léonard est humaine, paisible et vibrante d'émotion. Observez attentivement la table. Large et simple, elle n'est pas encombrée de plats ni d'ornements. Cette surface nue devient le théâtre du mouvement. Des mains s'étirent une pointe ou se crispent. Le banc derrière est bas, de sorte que les personnages soient assis plus près du plateau, maintenant ainsi la ligne d'horizon juste sous la tête du Christ. Léonard de Vinci a dépouillé la table du marbre et des colonnes fastueuses si fréquentes dans l'art de la Renaissance. Il n'en avait pas besoin. Le véritable drame résidait dans les visages et les gestes, non dans les dorures ou les sols en marbre. L'audacieuse expérience de Léonard n'a pas seulement donné naissance à l'une des plus grandes scènes jamais peintes. Elle a déclenché une lutte de plusieurs siècles pour la préserver. Et avec elle, des siècles de rumeurs concernant un message caché dans la peinture. Sauveur la scène. Lorsque Léonard de Vinci acheva la scène, il pensait sans doute qu'elle durerait éternellement. Mais sa technique picturale scella son destin. Travaillant sur un enduit sec, les pigments ne pénétrèrent jamais dans le mur. Ils restèrent en surface, tels un film fin, beau, délicat et voué à s'écailler. Dans une salle emplie quotidiennement de vapeurs d'eau, de fumée, de bougies, et soumise aux variations constantes de température et d'humidité, cette fragile pellicule commença à se décoller presque aussitôt. Les premiers signes avant-coureurs arrivèrent bien trop tôt. En 1517, à peine 20 ans après que Léonard eut posé son dernier quinceau, coup d'épée dans son pinceau, un ecclésiastique nommé Antonio Diatis visita l'atelier et constata que le chef-d'œuvre commençait déjà à se dégrader. En 1568, l'écrivain de la Renaissance, Joao Vasari, s'y rendit et ne put presque plus l'apercevoir. Il affirma qu'il ne restait qu'une faible lueur, un fantôme de couleur, là où se trouvaient le Christ et les apôtres. Il ne s'agissait pas de rumeurs, il s'agissait de notes de témoins oculaires. Les premières traces d'une longue série de déceptions révélant que le mur se dégradait en l'espace d'une génération, la peinture n'ayant jamais adhéré correctement. Pendant des siècles, on a tenté de le réparer comme on le pouvait en repeignant par-dessus le problème. Les premières restaurations consistaient à ajouter de nouvelles couches de couleurs là où l'ancienne s'écaillait, à combler les fissures, à redessiner les visages et à essayer de redonner à la scène son aspect d'origine. Chaque série de restaurations employait des matériaux différents, Wilcol Cere, et chacune vieillissait de façon singulière. Au 18e siècle, tant de couches s'étaient s'accumuler que l'image originale était enfouie sous un patchwork de bonnes intentions. Les archives du musée recensent au moins 9 tentatives de restauration antérieures à l'époque moderne. Chacune est permis de conserver la visibilité de la scène, mais chacune a aussi repoussé la main de Léonard un peu plus vers l'arrière-plan. Puis vinrent les dommages physiques qu'aucune peinture ne pouvait réparer. En 1652, des ouvriers décidèrent de percer une ouverture au milieu de la partie inférieure du mur pour faciliter le passage entre les pièces. Leurs ciseaux ont percé la partie inférieure de la fresque, précisément là où se trouvaient les pieds du Christ. Le contour incurvé de cette porte marque encore aujourd'hui la peinture. Un véritable trou dans l'histoire. Le bâtiment lui-même a souffert au fil des siècles.
En 1796, les troupes françaises occupant Milan utilisèrent la manufacture comme écurie remplissant le hall de chevaux, de foin et d'humidité. Un désastre pour un mur déjà fragile. Vers 1800, une inondation imbiba le plâtre inférieur pendant 2 semaines. Chaque crise laissa de nouvelles cicatrices. Puis vint le 20e siècle. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes alliées s'abattirent sur Milan. Santa Maria delle Grazie fut touchée de plein fouet. Le toit s'effondra. L'église brûla et la fabrique se retrouva à ciel ouvert. Pourtant, miraculeusement, le mur de la Seine résista. Les habitants l'avaient étayé avec de lourdes poutres et avaient empilé des sacs de sable à sa base, espérant le protéger en cas d'effondrement du plafond. Lorsque les bombes tombèrent, presque tout le reste fut réduit en ruines. Mais ce mur tint bon. Après la guerre, les conservateurs durent se rendre à l'évidence. Ce qui subsistait sur le mur était un assemblage de siècles d'histoire. Par endroits, on pouvait encore percevoir la délicatesse du coup de pinceau de Léonard de Vinci. Ailleurs, d'épaisses couches de repeinte postérieure couvraient le mur et de vastes zones laissaient apparaître le plâtre à nu. Dans les années 950, un restaurateur nommé Mauro Pelliccioli retira avec précaution une partie de ces épaisses surcouches, révéla des détails longtemps restés cachés. Mais même lui savait que cela ne suffirait pas. La fresque continuait de se détériorer. À la fin des années 1970, des écailles de pigments tombèrent littéralement au sol. Il fallait agir vite, sinon le plus célèbre repas du monde disparaîtrait à jamais. En 1977, les autorités ordonnèrent une enquête technique approfondie. Des scientifiques et des conservateurs commencèrent à étudier le mur de l'intérieur. Ils ont foré de minuscules carottes pour tester la résistance du plâtre, scanner la surface avec des caméras infrarouges. Pour rechercher le dessin sous-jacent original de Léonard de Vinci, utiliser la lumière ultraviolette pour retracer les anciens vernis et effectuer des radiographies pour séparer les couches étrangères denses des couches fragiles. L'objectif était de comprendre chaque strate historique avant même d'y toucher. Pour mener à bien la restauration, ils se sont tournés vers Pinon Brambilla Barcelon, une restauratrice italienne, réputée pour sa précision et son calme. Dès 1978, elle et son équipe ont gravi les échafaudages et entamé un processus qui allait durer plus de 20 ans. Leur mission n'était pas de repeindre Léonard de Vinci. Il s'agissait de le retrouver enfoui sous des siècles d'altération. Travaillant centimètre par centimètre, ils ont ramolli et retiré les matériaux ultérieurs. Huile-colle, gomme-lac et surcouche de peinture. À l'aide d'outils extrêmement délicats. Par endroits, ils ont appliqué de petits carrés de papier japonais sur la surface pour absorber les couches indésirables, molécule par molécule. Ils se sont arrêtés lorsqu'ils ont atteint les pigments d'origine subsistants et là où le mur était trop endommagé pour permettre une inspection sans risque. Ils l'ont stabilisé et ont utilisé des teintes douces à base d'eau pour combler les irrégularités. L'honnêteté était leur maître mot révélé, ne jamais inventer. Au microscope, l'équipe a confirmé ce que les anciens rapports indiquaient depuis le début. La couche de peinture flottait sur le plâtre, séparée par un liant ténu. À la fin des années 1990, après plus de 2 décennies de nettoyage minutieux, l'équipe a finalement contemplé une surface qui paraissait plus claire, plus douce et plus proche de la vision originale de Léonard de Vinci que quiconque ne l'avait vue depuis des siècles. Le 28 mai 1999, les échafaudages furent démontés. À la première vue, les réactions du public furent partagées. Certains louèrent la nouvelle clarté, la palette plus froide et la profondeur retrouvée. D'autres regrettèrent les tons plus sombres et vieillis qu'ils avaient toujours connus, des tons qui provenaient en réalité d'anciennes retouches. Quoi qu'il en soit, le tableau a connu une renaissance, tout comme la salle qui l'abritait. Durant ces mêmes années, les ingénieurs ont transformé l'atelier de restauration en une enveloppe protectrice. Ce nouvel espace fonctionne presque comme une chambre de survie pour la fresque. L'air y est filtré, la température et l'humidité sont contrôlés par des capteurs, et les visiteurs y accèdent par des sas étanches qui équilibrent la pression et retiennent la poussière extérieure.
Le temps passé à l'intérieur par chaque groupe est volontairement bref et le nombre de personnes autorisées par créneau horaire est limité. La raison est simple. Chaque corps qui respire ajoute de l'humidité, laquelle s'infiltre dans le plâtre. En excès, la surface délicate se dilate et se contracte. Trop de monde trop souvent et le mur se met à respirer de façon anormale. C'est pourquoi l'entrée se fait uniquement sur réservation. Les visites sont courtes et l'air circule en permanence. Après la restauration, les chercheurs ont tenté de répondre à une question lancinante. Quelle part de la main de Léonard de Vinci subsiste encore? Une analyse largement citée estime que la peinture d'origine représente environ 42%, dont 17% ont complètement disparu, et environ 40% sont constitués de retouches anciennes que les restaurateurs modernes ont choisi de ne pas enlever par crainte d'endommager la couche sous-jacente. Ces chiffres expliquent pourquoi certains visages rayonnent d'une délicatesse incomparable, tandis que d'autres semblent distants ou atténués. Ils nous rappellent également que toute affirmation concernant des secrets ou des mystères cachés dans la peinture doit commencer par une identification précise des zones authentiques et de celles qui ne le sont pas. Pour comprendre les parties disparues, les restaurateurs se sont tournés vers des copies réalisées alors que Léonard de Vinci était encore jeune. La plus importante est une version grandeur nature peinte au début du 16e siècle, généralement attribuée à Gianni Atrino, un élève de Léonard. Conservée à Londres, elle mesure près de 3 mètres de haut et 8 mètres de large et préserve des détails perdus depuis longtemps sur le mur de Milan et 8 mètres de Shimon, notamment la partie inférieure manquante, représentant les pieds du Christ, dans les années 1980 et 1990. Les restaurateurs ont utilisé cet exemplaire comme guide visuel étudiant comment les formes s'enchaînaient autrefois avant que des siècles de dommages et de patchwork ne les perturbent. Depuis, les musées modernes l'ont numérisé en haute résolution, permettant aux visiteurs de zoomer sur des détails invisibles dans le fragile original milanais. Nous pouvons désormais distinguer les traits originaux des siècles de retouches. Mais, pour analyser un code, il faut d'abord identifier les acteurs, comprendre la signification de chaque regard et de chaque geste, et déconstruire les mythes les plus tenaces. En lisant le tableau, on découvre que les noms que nous utilisons aujourd'hui proviennent d'une ancienne copie de la scène, datant du milieu du 16e siècle, où chaque personnage était identifié par son nom. C'était une sorte de pense-bête antique qui a permis aux générations suivantes de s'y retrouver. Imaginez-vous maintenant debout devant ce mur en train de suivre la scène du regard de gauche à droite. Les 3 hommes situés à l'extrémité de la rangée Barthélemy-Jacques, le mineur, et André sont ceux qui attirent immédiatement le regard. Ils réagissent tous au même événement soudain, la phrase bouleversante de Jésus annonçant que l'un d'eux le trahira. Barthélemy se penche en avant, les sourcils levés. Jacques le mineur semble à moitié prêt à se lever, et André lève les 2 mains comme s'il essayait d'arrêter le monde. Ensemble, ils semblent avoir été submergés par une vague. Chacun réagit à sa manière à quelque chose qu'il peine à comprendre. Glissez votre regard sur le groupe voisin et l'atmosphère s'assombrit. C'est là que Judas est assis. Il est le seul à se recroqueviller au lieu de s'avancer. Les épaules crispées, le menton baissé. Dans les premières copies du tableau et sur les photos haute résolution actuelles, on distingue la petite bourse serrée dans sa main droite. C'est un signe discret de ce qui va suivre les 30 pièces d'argent qu'il recevra pour avoir trahi son maître. Léonard ne le met pas en avant. Il le laisse murmurer. Son autre indice est encore plus subtil. Près de la main droite de Judas se trouve une petite salière renversée. Un détail qui échappe à beaucoup, mais que les historiens de l'art n'oublient jamais. Dans les cultures anciennes, renverser du sel était un signe de confiance brisée. Il existe même un vieux proverbe de la région qui parle de trahir le sel, c'est-à-dire trahir celui qui vous a nourri. Ainsi, lorsque Judas renverse la salière, ce n'est pas un accident. C'est le message que le lien a déjà commencé à se rompre. Pierre est assis près de Judas. Toute tension, tout instinct. Son corps se jette en avant, le visage dur, et déterminé, comme s'il décidait déjà de son prochain geste. Dans sa main droite à demi dissimulée par les plis de la nappe, il serre un petit couteau.
On pourrait facilement le manquer au premier coup d'œil, mais une fois qu'on l'a repéré, on ne peut plus l'oublier. Cette lame est le symbole de l'histoire que Léonard raconte. Elle préfigure le moment plus tard, dans la nuit, dans le jardin, où Peter, pris d'une crise de colère, tranche l'oreille d'un soldat. La lame pointe vers l'extérieur, un geste de défense, mal avisé, un indice visuel de la façon dont l'émotion va bientôt prendre le pas sur la raison. Entre le traître et le protecteur se tient un jeune homme aux traits doux et au regard baissé. Ce personnage, parmi tous ceux présents dans le tableau, a suscité plus de débats. On le connaît traditionnellement sous le nom de Jean le plus jeune disciple, celui que les évangiles décrivent comme particulièrement proche de Jésus. Léonard le représente sans barbe, les cheveux longs, le visage doux, le corps légèrement penché, comme accablé par le chagrin. À nos yeux modernes, il pourrait paraître féminin, mais cela s'explique par la façon dont les artistes de la Renaissance représentaient les jeunes hommes. À cette époque, les artistes peignaient souvent les jeunes disciples avec des visages lisses et des traits doux pour symboliser la pureté et l'innocence. Léonard de Vinci utilisait souvent le même type de visage dans ses dessins, des visages empreints de sérénité plutôt que de vieillesse. Arrêtons-nous maintenant au centre. Le Christ est assis calme et immobile seul, point d'ancrage dans la tempête. Ses bras sont naturellement étendus sur la table et toute la géométrie de la pièce converge vers lui. Mais nous ne restons pas encore au centre. Passons au trio suivant juste à côté. Voici Thomas Jacques le Major et Philippe. Ce groupe donne l'impression d'une dispute suspendue dans le vide. Thomas lève un doigt vers le ciel, signe d'interrogation. Jacques lève les deux mains comme pour exiger une réponse. Philippe se penche en avant, paumes ouvertes, implorant des éclaircissements. Continuez à suivre du regard vers la droite, et la scène se stabilise. Les trois derniers personnages, Matthieu Jude Thaddeus et Simon le Zélote, forment le rythme final. Elles se sont légèrement tournées les uns vers les autres, les mains en pleine discussion, leur visage exprimant une stupeur qui se mue déjà en analyse. Matthieu se replie sur lui-même comme pour relater ce qu'il vient d'entendre. Thaddeus fronce les sourcils en écoutant, tandis que Simon, plus âgé et serein, absorbe la conversation avec un calme imperturbable. Ce trio extérieur rétablit l'équilibre de l'ensemble. La scène débute par la surprise, s'intensifie par la confusion et s'achève sur un débat réfléchi. C'est comme observer les vagues se propager depuis leur point d'impact jusqu'à leur apaisement sur la rive opposée. À présent, parlons de ce jeune visage près de Pierre, celui que tant de gens affirment être non pas celui de Jean, mais celui de Marie-Madeleine. Cette affirmation a connu un regain de popularité après la publication d'un certain roman qui en a fait le sujet de toutes les conversations. L'idée pour le moins surprenante était que Léonard de Vinci aurait secrètement peint Marie aux côtés du Christ, suggérant ainsi une relation cachée et une ascendance secrète. C'est alléchant, ça se vend, mais à y regarder de plus près, l'idée ne tient pas la route. La représentation des jeunes disciples correspond à toutes les conventions de la Renaissance concernant la représentation du plus jeune apôtre. La première copie légendée, celle du 16e siècle, le nomme Jean. Et toutes les copies d'ateliers connus réalisées par les élèves de Léonard de Vinci montrent le même jeune homme imberbe assis au même endroit. Aucune version contemporaine ne le remplace par une femme. L'examen du mur par des experts, à l'aide de scanners infrarouges, a révélé que l'esquisse sous-jacente, le dessin original, réalisé sous la peinture, suit le même schéma, un disciple masculin et non féminin. Une autre copie ancienne, la grande version conservée à l'abbaye de Tongerlo en Belgique, apporte des éléments supplémentaires. Lorsque les chercheurs ont utilisé l'imagerie multispectrale et la réflectographie infrarouge sur cette peinture, ils ont cartographié de subtils dessins sous-jacents et des traces de pigments qui correspondaient étroitement au style de Léonard de Vinci. Certains spécialistes pensent même que le maître lui-même aurait pu contribuer à la finition de certaines parties. Quoi qu'il en soit, l'important est que les visages, les gestes et la disposition reprennent exactement le même motif que celui de la fresque milannaise. La composition que nous connaissons aujourd'hui n'a pas été inventée ultérieurement. Elle provient directement de l'atelier qui a vu apparaître le tableau original de Fresh. Puisqu'on parle de mythe, une autre rumeur concernant un code caché a fait les gros titres, la théorie de la partition musicale. En 2007,
un musicien italien du nom de Giovanni Maria Palla a suggéré que si l'on pose une portée musicale à 5 lignes sur une table, la position des mains et des morceaux de pain correspond à des notes de musique lues de droite à gauche. Ces notes formeraient une mélodie de 40 secondes, une sorte d'hymne secret, écrit à la peinture. C'est une idée amusante, qui évoque sans doute l'imagination d'un polymathe de la Renaissance. Mais il n'existe aucune trace écrite, aucun croquis, aucune lettre, aucune entrée de carnet, montrant que Léonard ait jamais travaillé de cette manière. Si l'on s'en tient aux faits, aux noms, aux gestes, aux accessoires, la scène recèle déjà suffisamment d'éléments narratifs, codés, sans pour autant se transformer en une énigme. C'est là que l'histoire prend un nouveau tournant. Autrefois, les mythes modernes naissaient de la capacité des individus à repérer eux-mêmes des schémas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris le relais. Grâce à des numérisations avancées, à l'imagerie multicouche et aux données de chaque exemplaire ancien des chercheurs ont déjà utilisé l'IA pour retracer les véritables intentions de Léonard de Vinci. Ce que l'IA a découvert sous la peinture. Imaginez le mur comme une superposition de fines couches. D'abord les traits préparatoires tracés par Léonard sur la surface préparée, puis la peinture qu'il a appliquée, et enfin des siècles de retouches. Pour déchiffrer son intention première et non les ajouts ultérieurs, les chercheurs ont dû séparer ces couches, sans toucher le mur. C'est là qu'interviennent la numérisation moderne et l'imagerie assistée par l'IA. Ils ont pris des photos des scans infrarouges, des relevés à la lumière ultraviolette et même des radiographies, et les ont parfaitement alignés sur une seule image numérique. C'était comme regarder une version accélérée du mur lui-même, depuis l'esquisse de Léonard de Vinci jusqu'à la restauration la plus récente. Le processus a débuté par l'analyse du système de toutes les données captées sur le mur. Des photos couleur haute résolution ont révélé la surface connue de tous. Puis est venue la réflectographie infrarouge, un appareil photo spécial qui, sous la peinture, a permis de révéler le dessin sous-jacent esquissé par Léonard de Vinci directement sur le plâtre. La lumière ultraviolette a ensuite ajouté une nouvelle dimension, faisant resplendir les anciens vernis et repeints comme des empreintes digitales. Les rayons X et les cartographies pigmentaires ont également permis d'analyser la composition chimique des peintures et ainsi de déterminer les zones denses, fragiles ou modernes. Par ailleurs, certains détails de la fresque originale étant trop flous pour être lisibles, les restaurateurs ont utilisé des numérisations haute résolution d'anciennes copies grandeur nature. L'immense version londonienne, réalisée par Gianna Trino-Elev, de Léonard de Vinci, et celle de l'Abbey de Tongerlo, en Belgique. Ces copies conservaient encore des fragments du mur original. Une fois toutes ces images superposées, l'ordinateur se met au travail. Sans conjecture, non hypothèse, il a tout aligné au pixel près. Il a tracé les contours précis de chaque détail clé, les mâchoires, les poignets, les bases de la table, même les poutres sculptées au plafond. Il a également mesuré la direction, la position de chaque tête, le regard de chaque personne et les mouvements de chaque main. Ces éléments ont été cartographiés, sous forme de fines flèches sur la version numérique de la fresque, créant ainsi une carte des mouvements et des points d'attention. Le programme a ensuite comparé ces trajectoires avec celles relevées dans les premières copies provenant de l'atelier de Léonard de Vinci. Si un trait ou un geste figurait à la fois dans le dessin sous-jacent et dans les copies d'atelier, on supposait qu'il provenait probablement de Léonard lui-même. Si un élément n'apparaissait que dans des retouches ou vernissages ultérieurs, il était considéré comme un ajout postérieur. Cette vérification croisée était essentielle, car elle empêchait les chercheurs de confondre des dommages avec des intentions délibérées. Voici maintenant la partie qui laisse historiens et spectateurs sans voix. Lorsque tous ces relevés et références sont alignés, un motif saisissant apparaît. Une ligne visuelle nette, presque comme un courant invisible, traverse la table en diagonale. Elle part du visage doux et abaissé du jeune disciple près du Christ, passe directement par la tête de ce dernier à l'endroit précis où Léonard a placé le point de fuite et descend vers la table, pour s'achever sur la main tendue près de Judas et du plat. Interprétez ce parcours en termes simples et il devient une phrase visuelle. De l'innocence au calme, puis à la trahison.
Les superpositions de systèmes et ici confirment que les premiers traits d'esquisse forment cette connexion. Les photographies montrent comment l'architecture guide le regard du spectateur. Et les cartes de pigments prouvent que la main près du plat appartient à la couche originale et non à une repeinte ultérieure. Même les premières copies de Londres et de Tongerlo conservent la même géométrie. Cela signifie que ce fil conducteur n'est pas une invention des observateurs modernes. Il a toujours été là sous nos yeux, dissimulé. C'est là toute la puissance de ce que révèle cette technologie. Il ne s'agit pas de codes secrets ni de chiffres, mais de structures. Cela montre comment Léonard de Vinci utilisait la géométrie pour exprimer les émotions. Cependant, il existe une limite importante. L'IA et les outils d'imagerie peuvent certes mettre en évidence des motifs et des strates, mais ils ne peuvent pas à eux seuls déterminer le sens. Le dernier mot revient toujours aux experts. Les restaurateurs qui ont réalisé les numérisations, les conservateurs qui savent quelles parties sont d'origine, et les historiens qui côtoient ces tableaux depuis des décennies. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant d'autres histoires incroyables dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.